Bonjour, et on se retrouve maintenant dans le cadre de notre Retail Day Bourse Direct Roland Corporate avec une autre pépite. Décidément, il y en a pas mal. On les a sélectionnés pour vous. C'est un peu l'idée. Jean-Michel Caram, bonjour. Bonjour. D'abord, merci d'être venu. Merci. C'est sympa, ça montre votre intérêt. On va en parler pour les actionnaires individuels. Vous savez qu'on organise ce Retail Day pour les actionnaires individuels parce qu'on a l'impression qu'on privilégie souvent les investisseurs institutionnels. Et nous, depuis des années, on dit, non, alors c'est vrai que depuis le Covid, tout le monde est d'accord, mais on dit les investisseurs particuliers, les actionnaires individuels, c'est très important. Vous êtes PDG de Memscap. Oui. Donc je vais vous demander déjà question traditionnelle, hein. C'est quoi votre activité? Memscap fournit des capteurs de pression de très forte stabilité, de haute précision. Donc ce sont des capteurs dont on a besoin dans des applications comme l'avionique, l'aéronautique ou le médical. Nous équipons aujourd'hui plus de 50 000 avions qui volent et nous avons une autre niche qui est de fournir des atténuateurs optiques variables. Donc c'est une puce pour la fibre optique qui simplement s'occupe de la gestion de la puissance sur la fibre et puis quelques redevances. En gros, c'est ça notre métier. Nos capteurs sont parmi les meilleurs capteurs de pression du monde. Reconnus. Oui. En fait, vous avez... je vous sens fier, là, je vous sens fier. Je vous vois dans un avion et qu'il n'y a pas notre capteur. Donc, la société a été créée quand? Vous nous donnez un petit peu d'historique? La société, je l'avais créée en novembre 1997. J'ai amené en bourse en mars 2001. Ouais. C'était très focalisé sur l'optique, la fibre optique. C'était une des plus belles introductions qui a connu le nouveau marché à l'époque, puisque j'avais levé plus de 100 millions d'euros, quasiment un demi-milliard de valo. Et après, le marché de l'optique s'est cassé. Ouais. Et il a fallu refaire Memscap, en fait. Donc vous avez pivoté pour dire on a gardé le terme consacré. Voilà, et puis on est parti faire des acquisitions, sauf qu'avec la valo qui baissait, on ne pouvait plus acheter des grandes sociétés, on ne pouvait acheter que des petites sociétés. D'ailleurs, aujourd'hui, l'activité en Norvège, l'optique, le médical et l'avionique, historiquement, c'est une acquisition que j'avais réalisée en 2002. Pour vous diversifier un peu? Pour sortir de l'optique et aller ailleurs, en fait. Et à l'époque, la société faisait 1 million d'euros, 2 millions de dollars, à peu près moins de 2 millions de dollars. Et c'est ça qui montre la difficulté de rentrer dans nos marchés. Cette société a fait le premier capteur de pression, la première version, en 1982. D'accord. En 2002, quand je les ai achetés, ils faisaient 1 million de dollars de chiffre dans l'avionique. Donc, nous, on est arrivé derrière, on a développé plein de générations de capteurs, on est monté dans la chaîne de valeur, etc. On a ramené Memscap à là où elle est aujourd'hui. Ça a pris du temps, mais depuis le lancement, la fin du programme Fab Lite qui s'est terminé fin de l'année dernière et le lancement du programme 4C aujourd'hui, la société est très très bien tournée. Justement, comment ça se passe? 2023, comment ça s'est passé? 2023, une année extraordinaire. Donc vraiment, d'ailleurs, j'adresse toutes mes félicitations à mes équipes qui ont fait une année d'excellence opérationnelle, vraiment. Ça se traduit par quoi? 51% de croissance. Pas mal. On fait 3,3 millions d'EBITDA, donc quasiment plus de 23% du chiffre d'affaires. Notre résultat opérationnel, 18%. On a un résultat net de 16% à peu près. Et ce qui est génial, c'est qu'avec une croissance de 50%, une rentabilité très forte, donc, quand vous avez cette croissance, vous faites appel beaucoup sur votre BFR, rien que le stock monte d'1,5 million. Ce que vous dites, c'est qu'il faut financer cette croissance. Et bien, malgré tout, on a généré du cash et notre trésorerie aujourd'hui est de à peu près 6,2, 6,3 millions d'euros, alors qu'on n'a plus de dette du tout, puisque toutes les dettes financières, c'est à peu près 128 000 euros. Ok, oui, donc c'est zéro. Donc, c'est une société qui est blindé d'assets, d'actifs, que ce soit le cash, les bâtiments dépréciés. Quand je vous dis un EBITDA de 3,3, c'est vraiment des EBITDA cash, parce que nous, on ne capitalise pas la R&D. Hein. D'accord. Vous ne la capitalisez pas? Non, on est une des rares sociétés technologiques qui ne fait pas ça. On prend tout d'un coup. Parce que je veux pas, en fait, je n'ai pas trop envie d'améliorer encore. Enfin, dire que je fais... moi, aujourd'hui, quand je dis je fais 23% d'EBITDA, et je fais 23% de cash. C'est ça. C'est ce qui explique votre génération de cash, c'est ce qui explique que malgré votre BFR lié à la croissance, vous arrivez encore à générer du cash. Est-ce que vous avez le sentiment, parce que Memscap, vous l'avez dit vous-même, hein, c'est une longue histoire en bourse,
Est-ce que vous avez le sentiment que le marché comprend ce que vous faites, à la fois les institutionnels et les particuliers, ou est-ce que vous dites, tiens, j'ai beau expliquer ce que je fais, et puis j'ai l'impression que la perception du marché n'est pas bonne. Et si c'est ça, comment on peut rectifier le tir? Je pense que maintenant, le marché comprend très très bien. D'accord. Et quand il n'a pas compris, je le comprends. Ça veut dire que si je prends l'histoire de Memscap, la rentrée en bourse, ils ont tout compris, enfin, la valo était extraordinaire, le marché parisien était différent, tu te rappelles plus que moi-même. Et le marché casse, etc. On fait des augmentations de capital, on vend des actifs, on fait tout pour rester vivant en fait. C'est ça. Entre 2002 et 2013. 2013 date de ma dernière augmentation de capital. Et à ce jour-là, j'ai dit à mes équipes, je ne lèverai plus d'argent sur le marché. Et entre 2013 et 2022, c'est quoi? C'est une société qui génère son propre cash pour vivre. Mais est-ce que l'histoire, elle est sexy? Non. Parce qu'une croissance molle, si on a de la croissance, une rentabilité quasi nulle. L'important pour nous, c'était EBITDA positif, enfin, qu'on ne brûle pas de cash. Puisque tu ne voulais pas lever d'argent. Voilà. Et par contre, on travaillait à construire le nouveau Memscap. Donc, je sortais de temps en temps sur le marché pour raconter tout ça. Mais le marché financier boursier, ce n'est pas un marché qui va se projeter avec vous 10 ans ou un truc. Oui, enfin, donc, il peut se projeter, mais il a besoin de réalité. Alors, donc, du coup, j'ai raconté l'histoire. Alors, il se trouve qu'il y a eu quand même pas mal d'investisseurs qui m'ont dit « Ok, on te fait confiance de travail ». Et ils m'ont suivi. Quand j'ai terminé le programme Fablight, qui en décembre 2022, avec la sortie de l'usine américaine et le retournement du modèle Memscap. Ça, c'est le tournant. Hein. Tournant. Décembre 2022. Et on arrive sur le marché avec le plan 4C, qui est 4C comme croissance consécutive, croissance compétitive. Donc, on gagne de parts de marché sur nos concurrents. Croissance rentable. On voulait être et croissance responsable par rapport à la société et à la planète. Et bien, à partir de ce moment-là, on a dit, là, on a une belle histoire. On est parti chercher des partenaires qui savent faire aussi, comme Roland. On a dit, il faut absolument que la boîte soit bien couverte aussi. Donc, on a 2 analystes. À l'époque, on ne valait même pas 10 millions. Donc, on a structuré les choses. Et on est parti sur le marché à raconter l'histoire. Et aujourd'hui, tu as l'impression que les gens la comprennent. Memscap, l'année dernière, qu'est-ce qui s'est passé? On sort, on raconte l'histoire. Tout de suite, elle passe dans les radars. Okay. Donc, l'action monte, parce que quand vous êtes sous le radar, vous êtes sous-valorisé. Tout de suite. Donc, on a une phase de rattrapage qui est liée au fait, c'est intéressant, mais bon, ça fait je ne sais pas combien d'années, on va voir qu'est-ce qu'ils valent, ces mecs. Donc, on délivre le premier trimestre, il monte. On délivre le deuxième, ça monte. On délivre le troisième, ça monte. Le quatrième, etc. Et donc là, le marché... On n'a pas fait que délivrer opérationnellement. Moi, avec Roland, même j'ai été chez vous, etc. Tu as fait un travail raconter l'histoire pour leur dire attention, c'est une société moi sur le marché on m'appelait le phénix. Donc elle renaît de ses cendres. Et aujourd'hui, les histoires en techno ont besoin de temps. Donc, on a bossé toute cette période-là pour avoir une belle histoire. Et quand on avait cette belle histoire, vous avez commencé à la raconter. On est parti la raconter et le marché aujourd'hui répond d'une manière très bien. Alors maintenant, on va parler de l'avenir. Oui. 2024, ça se présente comment? C'est quoi tes perspectives? En fait, on a dit sur le programme 4C cap sur 2026, donc c'est entre 2022 et 2026, on a dit au marché qu'on fera un taux de croissance annuel moyen qui est de 20%. Je savais au début de l'année qu'on allait taper plus haut. Tout le monde me disait, mais vas-y, dis plus que 20, machin. J'ai dit, non, 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 on va faire les choses comme il faut. Donc, on est venu taper à 50, donc on est plus haut. Donc, en fait, pourquoi? Parce que pour moi, il y a des phases dans l'entreprise. Il y a la phase où on va chercher des fortes croissances. Il y a des phases où on vient améliorer les paramètres un à un, la rentabilité, les paliers, machin. On retape très fort, etc. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui chez Memscap qui va devenir... Donc nous, cette année, on va délivrer sur notre programme, etc. etc. Mais qu'est-ce qu'il y a pour moi qui est vraiment disruptif à venir? Il y a le moteur. On a gagné le contrat avec Megit en mai. On est rentré dans le moteur plus tôt que prévu. Vraiment, dans mon plan, n'était pas avant 2025-2026.
Quand tu dis moteur, tu peux expliquer pour les gens qui suivent En fait, nous, nos capteurs de pression, aujourd'hui, vous pouvez le trouver dans les avions, dans beaucoup d'endroits. Notamment, quand vous rentrez, le cockpit, c'est nous qui donnons l'altitude de l'appareil, la vitesse de l'air. Dans la cabine, la pression de cabine, c'est nous, etc. Mais il y a une partie dans le moteur, dans l'avion, qui est le moteur, où nos capteurs vont dans deux endroits. Un système qui s'appelle l'EMU, donc Engine Monitoring Unit, c'est une entité de gestion du moteur. Et il y a le FADEC. Le FADEC, c'est Full Authority. Ça veut dire que la différence entre les deux, c'est qu'il y en a un qui mesure, il fait rien, et l'autre qui mesure, il prend des décisions. Mais ils ont besoin du même capteur. Alors, ce n'est pas le même capteur qu'on a de partout ailleurs. Pourquoi? Donc, c'est une autre ligne de produit. Oui, exactement. Parce que, en fait, c'est 60 bars. Nous, vous mettez 60 bars dans notre capteur actuel, il explose. Donc, on a eu de la chance, puisque la Norvège nous a soutenus parmi les 6 dernières années avec 2 programmes STEGS qui nous ont permis de délivrer les premiers protos fonctionnels, etc. de ce produit-là. Et donc, du coup, en le montrant, Megit s'est intéressé, a dit « Attendez, mais ça m'intéresse, c'est pile poil pour les moteurs, notamment de Rolls-Royce pour Airbus et Boeing. » Et donc, on a signé un contrat avec eux où ils nous paient la première phase pour qualifier et industrialiser. Et à partir de là, ils ont un engagement sur les volumes en production. Mais la beauté de ce contrat, c'est que la réalisation dessus, aujourd'hui, nous n'avons qu'à réaliser techniquement dessus. Si on réalise techniquement dessus, on pompe tous les acteurs du moteur. Donc ça, c'est un levier de croissance. Donc ça double le marché. Ça, c'est un levier de croissance. Mon marché est comme ça, il donc ça, c'est un de tes leviers de croissance. Ça, c'est pour moi un levier disrupteur de croissance. Ça veut dire que nous, on va faire de la croissance, on va essayer de surperformer le marché. Par exemple, quand on regarde l'année dernière nos marchés sous-jacents, l'avionique, etc., quand le marché fait 9%, nous quand on faisait 15%, on le surperformait. Mais là, l'année dernière, on a fait dans l'avionique, je ne sais pas, à peu près 40%. Et bien là-dessus, on a vraiment, ça veut dire piquer des parts de marché à nos concurrents. Et on va continuer dans cette tendance, dans l'avionique, mais la réalisation de l'engine, du moteur, va redonner un boost très fort. Donc on passe un nouveau palier dans la croissance. Et puis l'autre chose, c'est le médical. Le médical, je ne sais pas si les gens ont remarqué, quand on vient publier les chiffres là, hier, le business historique de Memscap dans le médical ne représente de la partie médicale que 21%. 79% sont des nouvelles applications comme l'urologie, la filtration sanguine, l'implantation dans le corps humain, etc. Ces marchés-là ont été ouverts à partir de 2019. Donc là aussi, c'est très important d'aller chercher toujours des nouveaux marchés. Donc ça, c'est un levier de croissance aussi très fort. Tu as beaucoup parlé des actionnaires, de tout ce que tu as fait comme travail pour présenter la société, la faire mieux connaître par le public. Nous, on est là pour les actionnaires individuels. Qu'est-ce que tu fais pour les actionnaires individuels? On a fait vraiment la même chose, le même intérêt. Franchement… Tu as l'impression que tu les traites… Par exemple, les webinars, je ne faisais pas avant. D'accord. Pas du tout. Quand on a commencé avec Orland de travailler, la première chose qu'on a dit, on va s'occuper des deux investisseurs, que ce soit ce que vous appelez le retail, donc les gens, les actionnaires individuels et les fonds. De même manière où j'allais voir les fonds, je fais un webinaire pour chaque publication. On répond autant que peu sur toutes leurs questions, etc. Et puis on se soucie un peu des choses qui les intéressent à eux. Super. Écoute, on va passer aux questions. On a beaucoup de questions. Bon, alors, tu as dit que tu avais beaucoup d'argent en caisse. Alors non, justement, c'est jamais beaucoup, on dit. Mais justement, on nous dit pourquoi tu nous fais pas un petit programme de rachat d'actions pour rendre un peu une partie du cash? Alors l'année dernière, dès que j'ai gagné un peu de sous, le marché m'a dit non, les dividendes, machin. J'ai dit ça fait je sais pas combien d'années que je souffre. Dès que j'ai mis la tête au-dessus de l'eau un peu, vous voulez prendre de l'argent. Alors ma réponse là-dessus est très très simple. Ça a été sur les dividendes. Je suis le plus gros actionnaire de la boîte, donc à chaque fois que je distribue 100 000, je prends 10 000. Donc super. La seule chose, c'est que je ne suis pas là pour gérer mes intérêts à moi. Je suis là à gérer les intérêts de la société et des actionnaires. Et personnellement, j'ai dit, l'argent, tant qu'on est dans des modes de croissance forte… tu préfères le garder dans la boîte? Je le préfère parce que j'ai le BFR. Et puis, on n'est pas à l'abri d'une acquisition. Justement. Et le cash est là. Question suivante. Qu'est-ce qui intéresserait Memscap dans le cadre d'un projet de croissance externe? Qu'est-ce que tu cherches? Deux types de cibles. On passe une annonce.
peuvent être intéressantes pour nous, c'est des marchés contigus ou juste à côté. Par exemple, nous, on sert l'avionique, le médical, donc s'il y a le marine, les trains, tout ça, c'est des choses qui peuvent nous intéresser. Et puis, il y a des choses qui peuvent nous intéresser vraiment. C'est qu'il y a des grands groupes qui ont été intégrés verticalement. Par exemple, ils ont une division qui fait le capteur, une autre division qui fait le système, etc. Pourquoi ils ont fait ça dans le temps? Parce qu'il n'y avait pas ces capteurs MEMS très performants sur le marché. Donc, en faisant leur propre équipe à eux, leur propre division de capteurs, ça leur permet de faire quoi? Ça leur permet d'avoir un système très différent et gagner des parts marché sur le marché. Bon, et c'est pas avec ça qu'ils vont gagner de l'argent. Ouais, donc tu dis que c'est plus... c'est pas la peine de garder ça, puisque moi je fournis des capteurs encore meilleurs que les leurs parfois, souvent même, et même tout le temps. Et du coup, c'est à quoi de garder quelque chose qui est équivalent ou moins bon? Tu leur as dit tout ça? Il n'y a plus de différence, et je leur dis, oui, je leur dis, je commence à dire. Eh bien, si nous on prend ça, on devient fournisseur pour eux, et eux, ils n'ont plus à gérer tout ça. Un boulet qui ne peut servir que eux. Alors question, pourquoi avoir une entité en Norvège? Pensez-vous ouvrir un autre site dans un autre pays ou en France pour accroître vos capacités? La Norvège, c'est historique. Ça veut dire que l'acquisition de Capto, quand je l'ai acheté, était en Norvège. On est dans un marché qui est l'avionique et le médical, en particulier l'avionique. Si vous changez une résistance sur le module, il faut faire je ne sais pas combien de papiers, je ne sais pas combien de machins, tout le monde repart en qualif, etc. Donc, déplacer des lignes, c'est vraiment pas quelque chose d'intelligent. Okay. Ouvrir d'autres lignes dans d'autres pays. Tu y penses? Je vis en France, j'aime beaucoup la France et j'essaye de dire qu'est-ce que je peux faire en France, etc. Maintenant, la logique opérationnelle, c'est d'avoir des masses critiques dans des endroits. On vient d'ailleurs en Norvège de faire une extension de notre usine pour qu'on ait... On a séparé le médical et l'avionique, maintenant ils ont toutes les deux leur salle blanche. On l'a fait localement. Je suis plus aujourd'hui orienté à garder ça. Ouais. Alors, tu as annoncé la signature d'un contrat avec Meggitt en 2023. Est-ce que ça a généré déjà des revenus? Oui, ça a fait 3% du chiffre d'affaires de cette année dans l'avionique. Et ça, dans le contrat, en fait, Meggitt paie un montant tous les trimestres jusqu'à la qualif qu'on espère y arriver à la fin de cette année pour que l'année prochaine soit une année de production. Et si on fait la production l'année prochaine, tout va aller très bien. Bon, on a beaucoup de questions, je t'en pose une dernière. Le carnet de commandes dans l'avionique? L'avionique, c'est un business où on a des contrats multi-annuels. Et honnêtement, un des analystes m'a dit « Jean, pourquoi tu ne publies pas tes carnets de commandes ?» Parce qu'en fait, je ne veux pas mentir sur les gens. La réalité, les commandes aujourd'hui, on n'en a pas... c'est plus comme avant. C'est-à-dire on est connecté sur les systèmes et on a un rolling forecast sur 20 ans. Donc, sur 20 ans? Ben oui, la durée des contrats, etc. Et plus vous êtes proche, plus c'est sûr et certain. Ça veut dire que moi, aujourd'hui, quand je regarde le médical, je peux dire ça sera plus ou moins 10%. Je comprends. Ce chiffre-là. Donc, on a le backlog, on va dire, la visibilité avionique est très forte. Et heureusement, parce que l'avionique, vous mettez des années à rentrer. C'est pas pour faire un truc à 2 ou 3 ans. Qui vous donne, voilà. Visibilité à 20 ans, t'as dit. Hein. Oui, on a des contrats. Le contrat Meggitt, c'est 12 ans. On a des contrats à 30. On a des contrats à 25. On a des contrats à 20. Mais on n'a pas de contrat à 2 ans, par exemple. Jean-Michel, Memscap, pépite? Belle pépite. Jean-Michel Karam, je rappelle que vous êtes PDG que tu es PDG de Memscap, donc que tu as déclaré pépite devant tout le monde. Merci beaucoup d'être venu, c'était passionnant. Merci, je te souhaite beaucoup de chance de pour 2024 et puis ça a l'air de bien se présenter. Nous on se retrouve dans quelques minutes.